Bienvenue dans L'amour dans les égouts sur notre chaîne C'est entre nous. Aujourd'hui, on entame une exploration vraiment fascinante. Ouais, et surtout sur un sujet qui touche quasiment tout le monde, mais dont on parle très peu. C'est clair. On va décortiquer les documents de l'épisode 7 qui s'intitule Quand la libido est en décalage, comment en parler sans blesser. Un vaste programme, hein. Complètement. Pour ceux qui nous écoutent, on va faire une vraie plongée dans les mécaniques de ce désir asymétrique. Et pour imager ça, j'aime bien cette idée de deux personnes qui s'aiment, qui marchent côte à côte, reliées par une espèce de corde invisible. Ouais, je vois l'image. Et soudain, il y en a une qui se met à courir avec plein d'énergie, pendant que l'autre, épuisée, s'arrête net. Et la corde se tend, forcément. C'est ça tire, ça fait mal. Et s'ils ne se parlent pas de ce changement de rythme, la douleur s'installe vraiment. C'est là tout le problème. Parce que, tu sais, ce que ces témoignages nous montrent, c'est que le décalage en lui-même, il est tout à fait normal. Oui, avec la fatigue, le stress. Exactement. Le stress, les hormones, la logistique familiale, c'est la vie, quoi. Le vrai poison dans l'histoire, c'est pas la baisse de désir. C'est le silence autour. Absolument. Le silence et surtout la culpabilité qui l'accompagne. Et il y a un concept super intéressant en sexologie qui aide à comprendre ça. C'est la différence entre le désir spontané et le désir réactif. Ah oui, j'ai vu ça dans les notes. Tu peux nous expliquer un peu? Bien sûr. En gros, la personne qui a une libido élevée, elle fonctionne souvent au désir spontané. C'est comme un moteur qui tourne toujours un peu, prêt à accélérer. Donc toujours partante, quoi. Voilà. Alors que l'autre, dont la libido baisse, fonctionne au désir réactif. Son moteur a besoin de conditions très, très spécifiques pour démarrer. Genre un environnement sans stress. C'est ça. Et si le frein à main est serré à fond, par la charge mentale ou l'épuisement, appuyer sur l'accélérateur, ça va juste casser le moteur. C'est fou comme cette image du frein à main, ça change la perspective. On arrête de se dire que la machine est cassée. Ouais, on cherche juste ce qui bloque. Et pour rendre ça un peu plus concret, on a le cas d'Isabelle et Marc dans les documents. Ils ont 41 et 43 ans. Ensemble depuis 15 ans, c'est ça? 15 ans, oui. Et l'élément déclencheur, ça a été la naissance de leur deuxième enfant. La libido d'Isabelle s'est juste effondrée sous la fatigue. Ce qui est ultra classique. En manque celle de Marc, elle n'a pas bougé. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est leur réflexe de survie face à ça. L'évitement total. Le fameux tabou qui s'installe. Isabelle fuyait parce qu'elle se sentait coupable, elle se disait qu'elle n'était pas à la hauteur, et Marc, lui, se taisait par peur d'être rejeté encore une fois. Et c'est là qu'on voit à quel point la psychologie humaine est complexe. Parce que quand il y a un vide de communication, le cerveau le remplit avec nos pires insécurités. Ouais, on se fait des films. Exactement. Marc, il ne se disait pas « Ah, Isabelle est juste épuisée par le bébé ». Non, son cerveau reptilien, il traduisait ça par « Je ne suis plus attirant, elle ne m'aime plus ». C'est terrible ce raccourci cognitif. C'est ça qui crée le ressentiment. Le désir de l'autre devient une mesure de notre propre valeur. D'où le courage immense d'Isabelle dans cette histoire, parce que c'est elle qui a réussi à briser la glace. Avec une phrase toute simple d'ailleurs. Oui, ce n'est pas contre toi. Je trouve ça fascinant. Souvent, quand on est rongé par la culpabilité, notre instinct, c'est soit de fuir, soit d'attaquer l'autre. La fameuse réaction de défense, ouais. Mais elle, non. Elle a dissocié sa fatigue de la valeur de Marc. Bon, après, comment faire pour que l'autre y croie vraiment? Surtout quand toute la société nous dit que le sexe, c'est la preuve absolue de l'amour. C'est tout le défi. Mais c'est pour ça que cette phrase « ce n'est pas contre toi », elle est magique. Elle coupe l'herbe sous le pied de cette croyance. Elle enlève la pression, en fait. Complètement. Elle lui dit en gros « c'est la vie qui a tiré mon frein à main, c'est pas parce que tu ne me plais plus ». Et neurobiologiquement parlant, entendre ça, ça calme direct le système d'alarme de Marc. L'angoisse redescend. Voilà. Et c'est ce relâchement qui a permis leur reconnexion. Ils ont pu réintroduire le toucher, mais sans aucun enjeu. Ah oui, le câlin gratuit, les documents en parlent beaucoup. Des massages, de la tendresse, mais sans l'attente que ça aille plus loin. C'est essentiel, ça. Bon, par contre, mettons les pieds dans le plat 2 secondes. Vas-y. Pour le partenaire qui a très envie, proposer un massage sensuel en sachant très bien qu'il y a un mur infranchissable juste après. C'est pas de la torture psychologique, ça? Ouais, on pose souvent la question et c'est super valide. Mais il faut regarder ce que le corps demande vraiment. C'est-à-dire? Souvent, le partenaire en demande, il ne cherche pas juste la décharge sexuelle, la dopamine, l'excitation. Ce qu'il veut, profondément, c'est la connexion charnelle. Le sentiment d'être proche de l'autre. Exactement. Et ça, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Un massage sans attente sexuelle, ça remplit le réservoir d'ocytocine des deux. Ça nourrit la fameuse faim de peau, quoi. C'est tout à fait ça, sans demander à la personne épuisée l'énergie colossale d'un rapport complet.
Et ironiquement, en enlevant cette pression de performance, le désir réactif peut parfois refaire surface. C'est fou cette distinction entre le besoin de dopamine et celui d'ocytocine. Ça éclaire vraiment le sujet. Ça change tout. Mais du coup, si Isabelle et Marc, c'était le piège de l'évitement, le deuxième cas qu'on a analysé, c'est l'inverse et c'est tout aussi destructeur. Ah, le faux consentement. Le faux oui-ouais. On a Pauline et Thomas, 32 et 34 ans, ensemble depuis 6 ans, Et là, la dynamique est différente. très différentes. Thomas a une très forte libido et Pauline, ça varie pas mal avec son stress et son cycle. Ce qui est encore une fois super commun. Sauf que Pauline, sa réaction, ça a été de dire oui sans en avoir envie, juste pour lui faire plaisir, pour maintenir la paix. C'est une stratégie d'effacement de soi. En lisant ça, j'ai tout de suite pensé à un prêt financier. Dire oui avec son corps quand sa tête dit non, c'est comme prendre un crédit à un taux usurier. C'est une super métaphore. Sur le coup, l'illusion fonctionne, pas de dispute. Mais derrière, la dette émotionnelle s'accumule. Et à la fin, on se retrouve avec un ressentiment énorme, voire du dégoût, et c'est la faillite. C'est exactement le mécanisme. Le partenaire pense préserver le couple, mais il détruit son intégrité corporelle. Mais là encore, je vais faire l'avocat du diable. Je t'en prie. Dans un couple, on fait des compromis tout le temps. Je peux très bien aller voir un film que je déteste, juste pour faire plaisir à mon partenaire. Pourquoi l'intimité, ça serait pas pareil? Parce que regarder un film nul, ça te demande juste de t'ennuyer pendant 2 heures. C'est pas faux. Subir un rapport sexuel non désiré, sur le plan corporel et psychologique, c'est contourner tes barrières de protection les plus intimes. Donc c'est beaucoup plus profond. C'est même une micro-agression envers son propre système nerveux. Le cerveau enregistre que tu ne respectes pas ton propre espace vulnérable. C'est pour ça que les notes parlent de la tristesse profonde de Pauline. Ouais, la dissociation s'installe. Elle s'absentait d'elle-même. C'est glaçant, mais ça explique pourquoi leur solution a été si salvatrice. Ils ont créé ce que le document appelle un langage commun. C'est la clé pour sortir de ce piège. Pauline a pu lui dire une chose très forte. Parfois, j'ai pas envie, mais c'est pas parce que je t'aime plus. Et ils ont des phrases concrètes, genre ce soir, j'ai envie de tendresse, mais pas plus. Ce qui est génial là-dedans, c'est l'évolution de Thomas. Oui, il a dû changer sa grille de lecture, non? Complètement. Il a dû reprogrammer son cerveau pour comprendre qu'un refus d'intimité sexuelle, c'est pas une annulation de son identité d'homme. C'est pas une attaque personnelle. Voilà. En acceptant le non sans soupirer et sans bouder, il a recréé un espace de sécurité totale. Et c'est là que la magie opère, parce que quand la peur de décevoir disparaît chez Pauline, les vrais oui deviennent d'une intensité folle. La qualité de la connexion remplace largement la quantité. Bon, en s'appuyant sur ces deux histoires, les sources nous donnent quand même une belle boîte à outils pour ceux qui nous écoutent et qui vivraient ça. Oui, des conseils très pratiques. La première règle, et c'est sans doute la plus dure, c'est le timing. Ah oui, choisir le bon moment. C'est ça. Le document insiste sur le fait qu'il ne faut surtout pas en parler sous les draps, juste après un râteau. Ah bah non, le contexte et le message. La chambre à coucher, ça doit rester un sanctuaire. Et pourtant, c'est souvent là qu'on craque et qu'on en parle sous le coup de la frustration. Bien sûr, mais aborder ce sujet quand on est rempli d'hormones de stress, c'est comme réparer un moteur en feu. L'émotion brute écrase tout raisonnement. Donc on fait ça où? En terrain neutre, pendant une promenade ou avec un café le dimanche matin. Ok, donc le contexte est posé. Ensuite, la méthode de communication insiste lourdement sur un détail. Remplacer le tu par le je. Le fameux jeu de la communication non violente. C'est ça. Dire « en ce moment je me sens épuisé » plutôt que « tu veux toujours faire l'amour ». Franchement, ça sonne un peu mécanique, non? Qu'est-ce que ça change vraiment dans le cerveau de juste changer de pronom? En fait, c'est du piratage neurologique pur et simple. Sérieux? Ouais, quand tu utilises le tu pour faire un reproche, l'amygdale de l'autre, la zone de survie du cerveau, s'active direct. Donc l'autre se sent attaqué. Voilà. Réaction de combat ou de fuite, l'autre va se braquer, se justifier, et là, le dialogue est mort. Alors que le jeu? Le jeu, ça maintient l'amygdale au repos, ça fait appel au cortex préfrontal, la zone de l'empathie. Tu invites l'autre à regarder le problème avec toi, au lieu de lui dire qu'il est le problème. C'est fou comme une petite astuce linguistique change tout. On passe d'un face-à-face à un côte-à-côte, en fait. Exactement. C'est faire équipe contre le problème. Et dans cette équipe, le document soulève un point clé, le respect du refus. Il y a cette phrase que je trouve marquante, « Un non aujourd'hui prépare un oui sincère demain ». C'est la base de la confiance corporelle, ça. Parce que si chaque refus est suivi d'un soupir dramatique, l'autre finit par voir l'intimité comme une corvée, c'est ça. C'est inévitable. Accueillir le non avec bienveillance est une preuve d'amour immense. C'est dire à l'autre que son bien-être compte plus que notre gratification immédiate.
Et ça recrée l'espace nécessaire pour que le désir réactif revienne. Tout à fait. Et d'ailleurs, les notes précisent bien que si jamais c'est trop bloqué, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel. Oui, un sexologue ou un thérapeute, c'est pas un aveu d'échec du tout. Pas du tout, c'est juste prendre un traducteur quand on ne parle plus la même langue. C'est une super façon de le voir. Bon, pour résumer un peu toutes ces pistes qu'on a explorées aujourd'hui, je trouve le constat final assez libérateur. Ouais, ça enlève un poids. Le désir sur toute une vie, c'est pas une ligne droite, c'est une vague. Ça monte au début, ça se fracasse sur les galères du quotidien, la fatigue, les enfants, et puis ça revient. C'est le mouvement perpétuel de la vie. Et vouloir figer ça, c'est perdre son temps. Le seul truc qu'on peut consolider, c'est notre bateau, avec la communication et le respect des limites de l'autre. Tout ça est très juste. Et ça m'amène à une réflexion que je me suis faite en lisant tout ça. Ah, vas-y, je t'écoute. Tu sais, on est tous hyper doués pour exprimer nos préférences pour des trucs banals. Personne ne culpabilise de dire qu'il n'aime pas les sushis ou de choisir le menu du dîner. C'est vrai. Eh bien, imagine un instant si on apprenait tous à parler de nos limites physiques et nos batteries émotionnelles avec la même légèreté, le même naturel qu'on discute du repas du soir. Ah ouais, ça changerait tout. Quelle quantité incroyable de traumatismes silencieux, de ressentiments et de ruptures on pourrait effacer de nos vies amoureuses. C'est vertigineux quand on y pense. Et c'est une super réflexion à laisser mûrir pour notre audience. Et j'espère que ça leur donnera des pistes. Ça nous ramène à notre corde invisible du début, en fait. L'idée, c'est pas de forcer l'autre à courir à la même vitesse que nous, mais de se parler pour ajuster la longueur de la corde et éviter qu'elle ne casse. C'est exactement ça. Et c'est sur cette belle image qu'on va clore notre exploration de ce sujet si complexe. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent d'avoir plongé dans ces nuances avec nous aujourd'hui. Merci à vous. N'oubliez pas d'avancer avec patience avec ceux qui partagent votre vie, cultivez l'empathie et laissez toujours de la place pour la parole vraie. On se retrouve très vite pour décrypter de nouvelles sources. À bientôt!